Est-ce que c'est bon? Moi, je suis connecté, en Ouais, tout cas, on je me t'entend vois. bien. Yes. Il y a 214 Bonjour personnes tout qui le sont. monde. Bonjour. Hello. Si vous pouvez nous marquer des petits messages pour qu'on sache que vous êtes là. C'est bien là. Coucou, je suis là, etc. Il y en a déjà un paquet. Bon. Ouf, oui. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Il y a Alice, il y a Isabelle, il y a Pascal, il y a Gonaël. Il y a beaucoup de David, filles. Il y a que des Allez, stop. filles. On va attaquer. pour l'instant. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour, Guten Tag, hello, Sawadi Pimai, tout ça. Bonjour pour cette première table ronde de matériaux confinés. C'est une grande première mondiale pour nous, avec un thème qui est pour en finir avec les écomatériaux. En fait, on avait organisé 2 conférences ces dernières semaines, 2 conférences qui étaient sur un format différent, c'est que je vous présentais à chaque fois une quinzaine de matières singulières, atypiques, innovantes, des trucs super bizarres de la matériothèque. Et j'ai eu beaucoup de retours et notamment pas mal de gens qui nous demandaient d'organiser à nouveau une conférence, mais peut-être sur un thème un peu plus précis. Et j'avais 2 thèmes qui remontaient automatiquement, qui était un truc pour nous protéger du Covid, et puis un deuxième thème qui était est-ce que vous nous parliez des écomatériaux. C'est finalement donc ce second thème que j'ai retenu, et j'étais un petit peu gêné aux entournures pour refaire quelque chose sur le même schéma que les conférences de matériaux, pour 2 raisons. La première, c'est que on a, nous, matériaux, organisé ces derniers mois pas mal de conférences, d'expositions, ou écrit différents trucs autour de ce sujet qui est un sujet très très prégnant, et donc je n'avais pas tellement envie de me répéter. Bruce, c'est ce que je dis parce qu'il a participé à 1 ou 2 trucs de ce type. Et par ailleurs, à matériaux, on a toujours ce même problème concernant des questions sur tout ce qui concerne le développement durable, le jeu entre les matières et ses différents aspects, parce qu'on se trouve un petit peu imposteur là-dedans, dans la mesure où notre travail, c'est d'identifier des matières singulières, mais on n'est pas des experts de l'éco-conception, de tous ces enjeux environnementaux. Donc, il m'a semblé plus intéressant aujourd'hui de me retirer un petit peu et en fait de laisser parler plus ce que je vais dire des professionnels de la profession, à savoir, et Léa, tu peux peut-être faire coucou comme ça, on a Léa Devic de la coopérative MU qui vous expliquera un petit peu plus ce qu'ils font et comment ils travaillent. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maude Hardy, qui est quand même en Normandie, je tiens à le dire. Elle nous a montré la plage de sa fenêtre, c'était magnifique. Maude qui, elle, travaille à EcoTLC, et là aussi, Maude, tu nous diras un petit peu plus ce qu'il en est concernant cette structure qui, globalement, gravite dans le domaine du textile, de la récupération, du recyclage et de tous ces aspects-là. Et enfin, Bruce Ribet. Ah, mais je vois que tu as tout le matos. Et Bruce Ribet, qui a créé avec Guillaume Gallois, il y a maintenant 2 ans, Bruce, Noma Édition, qui est une maison d'édition sur du mobilier, et mobilier avec une ligne directrice qui est très clairement l'éco-conception au départ. Alors, concernant le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est récurrent, je vais dire, de la part dans les interrogations des membres de matériaux depuis très très longtemps. Matériaux existe depuis 20 ans, et depuis 20 ans, on nous demande en permanence d'identifier des matériaux qui seraient, on va simplifier, éco. Et on a toujours été un petit peu gêné avec ça. Dans un premier temps, on a essayé de répondre de la façon la plus judicieuse en se disant, bah tiens, on va s'attacher à référencer des matières naturelles, des matières recyclables, des matières recyclées, des matières non polluantes, etc. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que de répondre de façon un petit peu simple comme ça, on tombait un petit peu à côté de la plaque, parce que à partir du moment où on est confronté au projet, on s'aperçoit que les choses et le monde réel
sont beaucoup plus complexes que simplement de se dire que le bois c'est gentil et que le plastique c'est méchant, pour schématiser un petit peu tout ça. Donc, et pour le coup, pardon, depuis le début et encore aujourd'hui, quand les gens arrivent au showroom, ils arrivent avec cette lecture qui est un petit peu un biais cognitif qu'on a tous, c'est de se dire que globalement, on pourrait identifier des matériaux qui sont plus éco que d'autres, qui seraient donc les méchants matériaux. Et aujourd'hui encore, quotidiennement, on reçoit au showroom des gens qui sont convaincus qu'on a cette capacité à identifier clairement, quel que soit le projet sur lequel on va travailler, des matériaux qui ont des qualités environnementales telles que ça nous permet de se dire que bah, ça, c'est mieux que ça. C'est un petit peu comme si tout à chacun, je me mets complètement dans le lot, on avait une espèce de grille de lecture interne où on se dit, bah voilà, les matériaux, ils embarquent plus ou moins de Burke. Là, je me suis amusé à créer un espèce de graphique où j'imagine positionner les matériaux, les différents matériaux, suivant leur éloignement par rapport à la nature. Et on voit que plus on s'éloigne de la matière naturelle, plus on est dans le synthétique, dans le chimique, dans tous ces mots qui sentent un petit peu mauvais, plus le truc, il est plus très écolo. Et donc, on a tous mentalement une espèce de schéma où on se dit globalement, à chaque fois, les cases peuvent changer suivant les personnes, mais on se dit globalement que le bois, c'est mieux que la pierre, qui elle-même est mieux que le plastique recyclé, qui lui-même est mieux que, etc., etc. Un petit peu comme si on pouvait, sur les matériaux, apposer en termes d'impact environnemental une espèce de grille aussi simple que sur un réfrigérateur où on se dit, bah tiens, le réfrigérateur, il consomme tant, et donc, il est en A++, il est en B, il est en D, etc. Et on a le sentiment que non seulement c'est quelque chose qui n'est pas opérant, mais c'est quelque chose qui nous semble même délétère pour un tas de raisons. Et donc, ça nous semblait important aujourd'hui de laisser la parole à des gens qui travaillent au quotidien directement sur ces aspects-là, et d'échanger avec eux et surtout aussi d'échanger avec vous. Ça nous intéresse énormément d'avoir de votre part des retours, des questions, etc. Ce qui me permet de vous signaler, avant que je passe la parole à mes chers interlocuteurs, que vous avez un petit bouton en bas pour demander la parole. Sachez que ce bouton ne marche pas. On ne vous donnera pas la parole. Si vous posez des questions, il faut les inscrire en chat. Simplement, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé le moyen de virer la petite main. Donc, ne cliquez pas frénétiquement dessus pour essayer de prendre la parole. Vous pouvez en revanche nous poser des questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Alors, les invités. Donc, comme je vous ai dit, il y a Léa Devic de Coopérative NU, il y a Maud Hardy d'EcoTLC et puis Bruce Ribet de Noma Édition. Alors, j'ai une première question pour vous qui dépasse un petit peu la question des matériaux, qui justement pour moi me semble devoir venir avant la question des matériaux. Parce que très fréquemment, quand on reçoit au showroom, notamment des designers, on a l'impression que le but initial, c'est de faire quelque chose d'éco-conçu, et tout de suite, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se dire « Ah, c'est éco-conçu, donc en quel matériau dois-je le faire ?» Et ça nous semble délétère parce que il me semble, à partir du moment où on travaille sur un projet de packaging, de concept car, de mobilier, de ce que vous voulez, avant même de se poser la question du matériau, il y a un tas d'autres questions qu'on devrait se poser. Donc, je vais laisser la parole à nos trois camarades qui veut répondre à cette première question qui est la question de la primauté du choix des matériaux dans un projet d'éco-conception. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Est-ce que c'est quelque chose que vous combattez? Comment est-ce que, quel est votre sentiment par rapport à ce premier réflexe des gens qui est de se dire, tiens, pour que ce soit éco-conçu, il faut que ce soit avec telle matière. Qui veut prendre la parole en premier? Je veux bien, du coup. Alors, de mon côté, moi, je vais essayer de te mettre en grand sur l'écran. Hop.
Et donc, Léa, nous t'écoutons. Et peut-être peux-tu commencer déjà par replacer un petit peu ce qu'est la coopérative NU. Effectivement, donc Coopérative NU, donc on est une agence d'éco-conception, donc on fait du conseil. Donc l'agence a été créée en 2010 par Anthony Boulle et François-Xavier Ferrari, de l'idée de coupler en fait deux métiers qui sont très complémentaires mais qui sont pas souvent associés en fait dans une démarche d'éco-conception, qui sont l'ingénierie de l'environnement et le design industriel. Donc l'ingénierie de l'environnement pour identifier les enjeux environnementaux d'un produit ou d'un service, et le design industriel derrière pour pouvoir proposer des solutions face à ces enjeux qui auront été identifiés préalablement. Donc voilà un petit peu l'objectif de la coopérative. Et c'est une impression que tu as du coup, Quentin, sur les gens qui viennent et qui demandent est-ce que voilà, je peux avoir la matière qui me permet d'avoir un produit éco-conçu. Et nous, je peux te confirmer que c'est des choses qu'on voit passer aussi régulièrement. C'est vraiment une demande récurrente qu'il y a, mais il y a souvent aussi quand même deux approches différentes. Soit les gens ils viennent nous voir, c'est l'approche un petit peu théorique où ils nous disent bon bah voilà, je vais faire une démarche globale d'éco-conception et cette démarche en fait mène à la réflexion sur le matériau. Donc ça c'est un premier cas. Et le deuxième cas, donc c'est celui que tu as soulevé, c'est et c'est ce qu'il a plus rencontré en pratique, c'est là il y a une première réflexion matériaux. Ils viennent nous voir et puis nous disent et puis nous on leur dit bah voilà, ça serait bien d'avoir quand même une démarche plus globale d'éco-conception. Dans les deux cas, c'est très bien parce que ça mène en fait à une démarche globale d'éco-conception. C'est juste le moyen d'y arriver qui va être en fait différent. Mais en tout cas, je peux vraiment confirmer que la matière, c'est une clé d'entrée en fait dans l'éco-conception. Et nous, on dit à chaque fois, attention, c'est un aspect environnemental qui est souvent notable. En fait, l'impact de la matière dans tous les projets qu'on voit, c'est quelque chose qui ressort souvent, mais c'est un impact parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en éco-conception, on va avoir une démarche qui est multicritère et multi-étapes. Donc, on va se baser sur l'ensemble du cycle de vie de notre produit. Donc, parfois, ce n'est pas que la matière qui va ressortir comme un enjeu, mais on peut y avoir aussi, par exemple, la distribution, si nos produits sont envoyés par avion, ou l'utilisation, si on est sur un produit qui a une consommation électrique, par exemple un ordinateur. Donc, voilà, l'idée, ça va être d'identifier si effectivement la matière est un enjeu. À ce moment-là, effectivement, si c'est un enjeu prioritaire, il faut travailler dessus. Mais en tout cas, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Et puis, dans les autres cas où la personne veut faire une démarche globale, et puis on va lui dire, attention, la matière est un enjeu, il va falloir travailler dessus. Donc, d'où l'idée de faire une première analyse, en fait, dans tous les cas, pour savoir si vraiment on se concentre sur l'enjeu réel ou si on est complètement à côté de la plaque. Et si je peux donner un petit exemple pour illustrer mon propos, c'est je ne sais pas si vous avez vu passer la basket d'Adidas qui s'appelle Purley, qui est faite en partie à partir de plastique recyclé, donc qui a été récupéré sur les plages. Donc là déjà on ne sait pas si c'est l'enjeu principal de la chaussure, la matière. Donc il y a eu un effort qui est fait, qui est valorisable, mais alors est-ce que c'est l'enjeu réel? Et quid du fait que la chaussure, peut-être qu'elle dure que 6 mois parce qu'on est sur un modèle de fast fashion, ou peut-être que du coup le fait que la durée de vie soit réduite va faire que l'impact global du produit est très important par rapport à une chaussure qui durerait plus longtemps mais qui n'aurait pas de plastique recyclé. Donc d'où l'importance vraiment de la globalité de la démarche, à la fois multi-étapes, multi-critères, et de la matière qui doit être pensée comme une clé d'entrée à la démarche, qui doit être, elle, plus globale. C'est un petit peu, voilà, l'idée que j'avais de la chose. Mais pour te pousser un petit peu là-dedans, moi j'irais presque plus loin, c'est que ça me semble toujours dangereux de commencer par la matière. Je vais te donner un exemple plus dans l'architecture. Je conçois un bâtiment et je me dis il faut absolument qu'il soit éco-conçu. Si jamais mon préalable c'est ça et je me dis je vais le faire en bois, peut-être qu'un bâtiment qui fonctionnerait différemment, qui serait différemment orienté, qui aurait des circulations internes particulières, qui s'inspirerait des termitières pour qu'il y ait une ventilation naturelle et qu'on ne consomme pas énormément en termes d'énergie, etc., etc. Un tas de choses qui sont plus de l'ordre de la conception. Si je le mets en amont de mon choix du bois pour faire le bâtiment, ensuite, je vais avoir un choix dans les matériaux utilisés qui va peut-être être différent, simplement parce que au global, c'est beaucoup plus judicieux. Donc, moi, il y a presque un effet un petit peu pernicieux à projeter au départ ce genre de choses. Ensuite, deuxième tout petit truc concernant ton exemple sur les pompes Adidas, tu vois, là derrière, moi, mon premier truc, c'est je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de boîtes
qui communiquent sur ce qu'ils appellent du plastique d'océan ou du plastique marin, ça me fait d'une part doucement rigoler et ensuite ça m'énerve parce que plutôt que de dire que c'est un plastique recyclé, ils vont lui donner un nom glamour pour donner aux gens l'impression que c'est quelque chose qui est vachement bien. Donc, il y a bon, enfin, je vais pas commencer à taper sur tout le monde, mais et on y reviendra d'ailleurs après. Je pense réellement dangereux qu'on parte du matériau. Il me semble essentiel de partir du projet, d'abord de sa simple pertinence, c'est-à-dire que si tu travailles sur un projet avec les meilleurs matériaux du monde et que le projet il est débile à la base. Mais ça peut être pertinent quand même dans le cas. Moi, je t'entends pas, Léa. Pardon ? Je m'excuse, mais en fait, comme j'entends pas du tout Léa, c'est difficile. Tu n'entends pas Léa ? Est-ce que d'autres n'entendent pas Léa ? Non, c'est bon. C'est bon. On entend. Il n'y a que moi, alors. Ah oui, mais c'est embêtant. Pourtant, tout à l'heure, on s'entendait bien, mais voilà. Là, vous m'entendez ? Là, c'est bon, là. Ouais. Okay. Oui, je voulais dire, par exemple, Noma a fait le parti pris de développer une gamme de mobilier donc basée sur le matériau recyclé. Donc là, c'était une clé d'entrée pour derrière savoir comment on est innovant, comment on valorise en fait ces matières. Et là, on est vraiment à partir de la matière où on va créer quelque chose. Donc je pense que ça peut être pertinent quand même dans certains cas, mais il faut regarder ce qu'il y a autour. Du coup, je pense que justement, Bruce. Ça dépend vraiment de l'approche qu'on va avoir. C'est-à-dire que de manière générale, la question n'est pas la question de la matière, c'est la question de l'usage. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Léa, parce que j'entendais pas la première. J'entendais pas la première partie. Entendu, ou... Si, on t'a bien pas du tout entendu la première partie avant que Quentin intervienne. Mais essentiellement, c'est cette notion d'usage qui doit driver l'éco-conception. Et après, n'importe quel type de matière doit pouvoir répondre. Enfin, à répondre aux objectifs d'éco-conception qui est d'être le moins impactant, etc., etc. Et il y a plein de solutions qui vont pouvoir apparaître. Nous, c'est vrai qu'on a pris le parti de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des déchets. Quand on a présenté notre première collection en janvier, on a eu la réflexion d'un designer qui est venu en nous disant non mais c'est bien d'utiliser du plastique recyclé, mais quand même le futur c'est ces nouvelles matières qui arrivent, etc. Et nous on s'est dit mais le vrai sujet c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de ce gisier de matière qu'on a ? Est-ce qu'on le laisse se faire enfouir ? Est-ce qu'on le laisse se faire incinérer ? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser ? Finalement, on en produit des tonnes et des tonnes. Et donc, partant de ce postulat, effectivement, on est parti de la matière, mais on ne s'est pas limité dans les matières. Et aujourd'hui, pour parler un peu de nous, dans notre collection, on a à la fois du plastique recyclé, on a du bois, on a des chutes de bois, on travaille avec de l'acier recyclé, on essaie de travailler avec des mousses recyclées, on travaille avec de la pierre recyclée, enfin en tout cas de la chute de pierre, du déchet de pierre. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de choses et on vient pas imposer une matière à nos designers, on vient leur proposer un panel de matières et après on leur demande un usage. Voilà. Et ils partent de l'usage pour dessiner un meuble et de jouer avec les matières qu'on leur propose. Ouais. Je complète, oui, ces mots. Moi, je représente EcoTLC. On est une structure agréée par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie pour aider toute la filière textile et chaussures à s'inscrire dans une filière, si possible, 100% circulaire, à terme. Et je rejoins ce que tu dis, en fait, Bruce. Je pense que ce dada de la primauté du matériau éco-conçu dans le cadre d'un projet d'éco-conception, c'est en fait le quick win. C'est facile de choisir du coton bio par rapport au coton conventionnel. Mais en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on intègre une vision cycle de vie du produit ? Est-ce qu'on veut faire un produit pérenne, un produit intemporel qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Est-ce qu'on veut que ce produit soit fabriqué ici ou à 10 000 kilomètres ? Est-ce qu'on veut qu'il soit réparable, réutilisable, recyclable ? Et puis, est-ce qu'on veut, en tant qu'entreprise, avoir un impact sur les émissions de CO2 ou sur l'eau ou sur la biodiversité ? Et en fait, c'est ce panel de questions vraiment stratégiques qu'il faut se poser en amont qui va déterminer un choix de matériaux. Et ces matériaux, effectivement, auront différents impacts et ça permettra d'avoir soit des matériaux recyclés, et là c'est l'idéal parce qu'effectivement un déchet devient une ressource, soit des matériaux biosourcés, soit des matériaux avec d'autres caractéristiques. On a été contacté récemment par des marques de luxe et qui avaient des approches différentes. Il y en a qui sont venus nous voir un petit peu comme quand on va chez Matériaux en disant on va trouver une bonne idée et puis on va essayer de l'intégrer dans un concept ou dans un design qui est existant et on va essayer de mettre un peu de perlimpinpin sur ce concept. Et on a d'autres marques qui sont venues nous voir en disant voilà, on fait un nouveau concept et on aimerait se poser les bonnes questions dès le départ. Et c'est ces démarches de
qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire vivre le produit, comment on veut l'utiliser, à qui il va être, qui va l'utiliser, comment va fonctionner l'utilisateur, et tout le long du cycle de vie. Et on a travaillé d'ailleurs avec nous sur notre collection là-dessus. Et c'était une vraie discussion d'ailleurs dès le départ, parce que nous, on avait effectivement des matières, et c'était la manière de comment on intègre ces ACV, l'analyse de cycle de vie, et finalement l'usage, et comment on modifie notre design par rapport à un panel de matières qui correspondait à l'utilisation de déchets. Et on est allé en parallèle sur ces deux voies ensemble. Alors maintenant, une fois qu'on a vu qu'effectivement, il serait peut-être judicieux de ne pas avoir cette primauté du matériau dans une démarche d'éco-conception, j'aurais aimé avoir votre sentiment concernant cette lecture qu'on garde tous et un peu manichéenne il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont pas bien. Et par exemple, le plastique, on n'arrête pas de taper sur le plastique. Et moi, ça me marre dans une certaine mesure parce que le plastique, c'est quand même une matière qui est magique à la base. Ça coûte pas cher, c'est totalement polymorphe, ça a des qualités phénoménales. On parle beaucoup de la médecine actuellement. Imaginez ce que seraient les hôpitaux si on ne pouvait pas utiliser le plastique. Et donc, le fait de taper sur le plastique me gêne parce que j'ai l'impression qu'il faudrait beaucoup plus qu'on tape, non pas sur la matière, mais sur ce qu'on fait de cette matière. Parce que utiliser une matière extraordinaire pour faire des bouteilles qui vont durer 5 minutes et qui vont être jetées sans qu'on se soucie de ce qu'on va en faire après, c'est ça qui est dommageable. Mais c'est pas le PET au départ qui est dommageable. Donc, quel est, à vous, votre sentiment sur, globalement, ces étiquettes qu'on met sur les matières? Qui vous voulez? Je peux, si vous voulez. Allez, sujet touchy, mais sujet qu'on aime beaucoup aborder chez MU, parce que effectivement, nous aussi, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous disant j'aimerais que ce soit zéro plastique, zéro déchet. Enfin, il y a tout un tas de formulations comme ça qui reviennent, et c'est un peu par cycle d'ailleurs. Et en ce moment, c'est vraiment le zéro plastique. Et nous, on leur dit attention, zéro plastique, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? C'est zéro plastique à usage unique, zéro plastique tout court, zéro plastique dans la nature. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour nous, on a un peu le même statement que toi, Quentin, c'est de dire attention, le problème, c'est pas le plastique, c'est le plastique à usage unique et le plastique dans la nature. Il n'y a pas de matériaux cracra, il n'y a pas de matériaux caca, il n'y a pas de... Non, ça dépend de l'usage qu'on va en faire derrière. Et comme tu dis, le plastique, c'est fantastique. Enfin, on a fait des tas de choses et c'est pas pour rien, quoi. Il y a vraiment un potentiel assez incroyable en termes de propriétés techniques, mécaniques, qui sont vraiment très, très intéressantes. Mais c'est une matière qui est rare, qui est limitée et qui devrait être utilisée comme telle, donc avec parcimonie, parce que voilà, c'est une matière qui met des dizaines de millions d'années à se former, enfin, pas le plastique directement, mais en tout cas le pétrole qu'on utilise. Et c'est complètement idiot, pardonnez-moi l'expression, mais d'utiliser cette matière-là qui a mis des dizaines de millions d'années à se former pour quelques secondes d'utilisation et puis des centaines d'années de déchets juste après. Donc pour nous, c'est une évidence que le plastique à usage unique n'a absolument aucun sens, quoi. Et ça, c'est en plus sans parler de tous les problèmes sanitaires qu'il peut y avoir et qu'il faut quand même prendre en compte quand on utilise du plastique dans un produit, évidemment, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution miracle et il n'y aura que des solutions meilleures à la limite. Et si je prends un exemple, j'ai ça en tête, mais quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est typiquement l'huile de palme. L'huile de palme, c'est dommageable, c'est vrai, c'est désastreux pour la biodiversité, mais qu'est-ce qui se passerait en fait si du jour au lendemain, on passerait de toute huile de palme à une autre huile, je sais pas, huile de tournesol. En fait, on aurait d'autres biais qui viendront se créer. Donc, peut-être que la question, c'est pas vraiment sur la matière qu'on utilise, mais sur la façon dont tu l'utilises. Pour quel usage? Et surtout, il est lié à quoi cet usage, en fait? Et c'est là où on remet au centre de la question nos modes de consommation, en fait. Non, mais ça veut dire, tout à l'heure, qu'il faudrait qu'on commence à accepter la complexité de tout ça et pas un truc un peu binaire avec ça c'est à la poubelle et ça c'est pas à la poubelle, quoi. Il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de la complexité et qu'on accepte cette complexité. Tout à fait. Ouais. Et moi, je rajouterais aussi, Léa, à ce que tu dis, c'est qu'on est toujours le méchant de quelqu'un. Dans le textile, le coton conventionnel, c'est le méchant, alors que le coton bio, c'est vraiment le gentil.
Sauf que si on pousse un peu la réflexion, le coton bio, c'est le méchant parce qu'en fait, il faut quand même de l'eau pour l'entretenir. Alors du coup, le lin, c'est vachement mieux parce que le lin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, il n'y a pas besoin de beaucoup de conditions, on va dire, pour le faire cultiver. Donc en fait, on est toujours le méchant de quelqu'un. Ce qui est intéressant, comme dit Léa, c'est de se projeter dans l'usage qu'on va en faire et surtout pour nous, EcoTLC, le plus important, c'est est-ce que ce matériau sera recyclable? Est-ce qu'à la fin de la durée de vie de ce produit, qu'on aura qu'on aura utilisé beaucoup de ressources pour le produire, comment cette matière sera recyclable? Est-ce que si on fait un combo avec du plastique, du coton, du lin, un peu de résine, ce produit-là, il sera absolument pas recyclable parce qu'on aura mélangé toutes les matières. Alors que si on fait un beau produit en plastique, un joli PET, c'est hyper facilement recyclable, et en recyclage mécanique, et en recyclage chimique. Donc, on peut le recycler à l'infini. Donc, c'est peut-être moins pire qu'un produit en coton, qui sera mal recyclé. C'est par exemple l'exemple d'une pompe pas encore aboutie d'Adidas, où ils l'ont fait entièrement en polyuréthane, sous différentes formes, mais ce qui permet effectivement, une fois qu'au bout d'un an, j'en ai marre de mes chaussures, de les rapporter à Adidas, ils en refont du granulé et ils refont de la matière. Exactement. C'est la Future Craft, c'est la chaussure qui est sortie il y a quelques mois. Elle est le monomatériau, donc hyper facilement recyclable. Mais c'est du plastique. Donc c'est le plastique, c'est pas forcément mal. C'est du plastique. C'est ça. Et c'est pour ça que zéro plastique, c'est bien, mais éco-conçu, donc avec une démarche globale, c'est mieux. Parce que derrière, on va aller voir tous ces enjeux de durée de vie, d'utilisation, de recyclabilité, etc. qu'on n'aurait pas abordé si on s'était juste concentré sur la matière, en fait. Il y a un sentiment justement concernant ces aspects, et par exemple le plastique qu'on veut éviter aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup avec des plastiques recyclés. Quel est votre discours par rapport à ça auprès de la consommation ou même dans votre réflexion? Alors, avant de répondre à ça, je veux juste revenir sur pour moi, il y a un point qui est lié à l'éducation aussi de tout le monde, à la fois sur l'usage et à la fois sur le regard qu'on porte sur ces matières. Là, on est confiné, mais j'étais encore surpris l'autre jour qu'on me serve une paille avec un Perrier dans un restaurant. D'abord, je suis plus un enfant, je crois. On t'a vu chasser les mouches tout à l'heure, tu avais l'air assez gamin. Hein. Voilà, de temps en temps, ça m'arrive encore. Mais on sert automatiquement. Donc, il y a des réflexes d'usage par rapport au plastique qui, effectivement, doit passer par pas mal d'éducation. C'est un boulot qui n'est pas simple d'expliquer aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir ces usages uniques si rapides, etc., etc. Et puis après, il y a un rapport à la matière et au regard qu'on peut porter dessus. Donc nous, effectivement, on utilise pas mal de plastique, on utilise pas mal de panneaux de plastique recyclés qui sont que du plastique. Donc c'est des plastiques ça peut être des bouteilles, ça peut être de l'emballage alimentaire, etc., qui sont compressés, qui sortent en plaques. Et l'intérêt, justement, c'est la manière dont nous, on voulait le transformer de telle manière que quand on voit cette matière, on n'a pas l'impression de voir ni une matière recyclée, ni un plastique. C'est une matière, en particulier le plastique blanc qu'on utilise, qui est un peu moucheté, traité, thermoformé comme on l'utilise autour d'un des fauteuils de la collection. La première fois qu'on le voit, on a vraiment l'impression de voir du terrazzo. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que changer ce regard-là et changer l'éducation des gens sur ces matières-là, ça ne veut pas forcément dire essayer de copier une matière d'avant, parce que finalement, cet effet terrazzo, on ne l'a pas voulu. Il est propre à cette nouvelle matière, en fait, à cette matière primaire secondaire, qu'on appelle après, une fois qu'on a recyclé ce plastique. Et nous, on l'utilise pour ça. Un autre exemple, c'est tous les cuirs, le cuir vegan aujourd'hui. Ça, je suis sûr que ça allait te plaire d'évoquer ce sujet-là. Indépendamment du fait que c'est 50% d'une matière d'amidon, de fruits, etc., ou autre, et 50% de pétrole, donc on peut se poser quand même la question de l'effet rebond qu'a cette matière. C'est qu'en général, ce qu'on nous montre, c'est qu'on copie, on va copier un effet cuir, on va copier un effet crocodile, reptile, ingréné, etc. Et nous, on trouve que ça va pas dans le bon sens. Ça peut être une matière intéressante, à voir comment elle va évoluer dans le futur. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'utiliser aujourd'hui, parce qu'il y a encore un peu trop de pétrole. Mais si ça s'améliore là-dessus, il faudra le prendre pour ce que c'est et non pas essayer de copier ce qu'on faisait avant pour faire croire que c'est mieux comme ça. Voilà.
Donc je pense que ça fait partie de cette éducation et c'est ce qu'on essaye d'expliquer nous à nos clients, aux prescripteurs, aux architectes qui viennent nous rencontrer et de leur montrer notre collection qui ne crie pas le pourcentage de recyclé qu'elle a, même s'il y a plus de 80% de matières recyclées en moyenne dans la collection. Et on leur explique que ces matières-là, ça vient d'un certain type de déchets, d'un certain type de sourcing, d'un certain type de compression, et que transformer et mis dans les mains d'une démarche d'éco-conception avec des designers, ça peut donner vraiment des belles choses. Mais excuse-moi, mais tu m'as tendu une perche oui. et je vais revenir là-dessus. Pour ce qui est du cuir vegan, je me bats pas tellement contre le produit qui est un textile enduit de polyuréthane et avec du déchet de pomme ou ce qu'on veut. C'est déjà presque sur le vocable employé. Bien parce sûr. que cuir vegan, c'est un oxymore. Soit c'est du cuir, soit c'est vegan. Mais c'est pas du cuir vegan. Donc j'aimerais beaucoup que les industriels soient un petit peu responsabilisés là-dessus et qu'ils parlent de leur matière en étant fiers pour éventuellement de bonnes raisons, mais qu'ils commencent pas à jouer sur des effets de mode qui sont quand même un petit peu aberrants. C'est-à-dire que ça va pas être facile parce qu'il y a quand même, c'est rentré dans le vocabulaire. Oui, mais il faut vraiment un peu commun malheureusement. Contre ça. Il faut lutter contre ça. Je suis d'accord. Il faut lutter contre ça parce que il n'y a pas simplement le fait qu'il y a une espèce d'antinomie entre cuir et vegan. Il y a vegan et écolo. Là aussi, on pousse les gens à se dire que vegan et écolo, c'est la même chose. Et puis ensuite, moi, quand je vois le nombre de personnes qu'on reçoit et qui sont humblement, totalement convaincus que c'est mieux que du cuir, moi, ça me fait pousser des cris parce que pour revenir sur ce que disait Maude, c'est que tu fais une pompe en cuir qui va te durer 10 ans, tu fais une pompe en simili-cuir qui est fait avec la peau de banane ou de pinélatex ou de ce qu'on veut, ça va durer 3 mois si jamais il pleut pas. Donc, ce qui me semble délétère, c'est de partir sur des pistes qui, in fine, et en toute bonne volonté, nous emmènent droit dans le mur. Donc, on peut pas simplement se dire, oui, mais ça, on peut pas se battre contre. Il me semble, il est impératif de se battre contre pour que justement, peu à peu, tout le monde soit un petit peu plus responsabilisé à ça et exerce son sens critique pour se dire, c'est pas parce qu'on me vend des aberrations que je suis obligé de les accepter. Je rebondis un petit peu là-dessus parce que en même temps sur le chat il y avait une personne qui disait mais pour faire du plastique recyclé il faut réinjecter du plastique neuf. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des filières nous la filière qu'on utilise n'utilise que du déchet 100% qui est compressé et qui ressort des plaques qui est 100% de plastique recyclé. Donc on est capable de réutiliser les déchets plastiques aujourd'hui de manière assez intelligente. Je dis ça, nous, on ne cherche pas à défendre le plastique. On ne dit pas que le plastique, c'est la matière du futur, etc. On dit juste que aujourd'hui, on a plein de déchets de cette matière-là. Vous avez une ressource. Et qu'on a une ressource et qu'on peut la réutiliser. C'est la même chose avec des chutes de production de traverses de chemin de fer, avec des filières qui sont liées à l'acier, avec, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, des boîtes aussi comme Appiot qui sont des gens qui travaillent la récupération de matière. Que ce soit du bois, que ce soit des cuirs. Il y a Second Lee qui est une entreprise qui travaille sur la récupération de mousse et qui refait de la mousse, des matelas, etc. Donc son produit à la base est vraiment beurre, caca, comme tu disais tout à l'heure. Mais à la fin, au lieu d'incinérer des mousses, eh ben, il est capable de les réduire en copeaux et de recomposer un produit qui est réutilisable et qui est durable. Donc c'est pour ça que on parlait d'usage, mais je pense qu'il y a une vraie notion de regard sur ces matières-là. Et c'est une vraie évolution qu'on essaye, nous, de faire changer, ce qu'on explique à nos clients. Et le cuir, comme tu dis, le cuir vegan, il y a une vraie sémantique et un niveau d'éducation qu'il faut avoir. Et il faut comprendre qu'on parle de cuir vegan, effectivement, le cuir ne peut pas être vegan, mais surtout, il y a déjà 50% de pétrole minimum dedans. Et du pétrole neuf, c'est pas du pétrole recyclé. Voilà. Donc il y a le maître des horloges, il faut qu'on avance. Ouais. Moi, je voulais juste revenir, je voulais compléter juste 2 mots, Quentin, pour compléter ce que tu disais sur le greenwashing et le marketing qui abuse et surabuse de ces nouvelles formulations. Je pense qu'on a un vrai outil à venir qui est l'affichage environnemental.
On en parlait rapidement quand tu parlais des notes sur les frigos. Demain, et c'est vraiment demain matin, hein, c'est dans quelques années, on va avoir l'obligation, notamment sur les textiles et les chaussures, d'avoir un affichage environnemental, une note A, B, C, D ou E sur tous les produits qui seront vendus en Europe. Et du coup, cet affichage environnemental permettra de communiquer clairement sur l'impact environnemental de votre produit. Et du coup, si c'est un produit en caca, il aura une note E. Et si c'est un joli produit en cuir avec beaucoup de durabilité, un produit qui pourra être réparable, un produit qu'on pourra entretenir facilement, il aura une note A. Et ça, c'est génial. Ouais, effectivement, alors, on sera sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Ouais. On avance sur une autre question que je me pose simplement parce que quand je reçois des designers ici, je m'aperçois qu'ils doivent jouer avec des éléments qui sont souvent contradictoires. Il y a d'une part la volonté du créateur, du designer, de faire quelque chose d'éco-conçu. Il y a d'autre part son client qui derrière va vendre ce produit et va vouloir tenir un discours. Donc même si au départ on s'aperçoit que c'est du polypro qui est le plus judicieux à utiliser pour créer tel produit, derrière le client il a du mal à vendre du polypro. C'est vachement plus simple de vendre un polypro avec un plaquage bambou dessus parce que le plaquage bambou il va faire plus écolo. Et derrière, et en dernier ressort, le consommateur a lui aussi une culture concernant les matériaux. Il reçoit un tas d'informations en permanence et donc il va acheter tel truc plutôt que tel autre, à nouveau sur une grille de lecture qui lui est propre. Comment est-ce que vous dealez avec ces différents niveaux en fait d'envie, de nécessité de communiquer et puis d'actes d'achat? Ça c'est Quentin, ça c'est vraiment central du coup pour nous chez MU, c'est vraiment le cœur en fait de notre démarche où on arrive en disant bon déjà la première chose qu'on dit systématiquement à nos clients, c'est tout produit a un impact sur l'environnement. Le produit qui n'a pas d'impact, il n'existe pas tout simplement, ou alors c'est du greenwashing, ou alors on vous ment. Mais voilà, tout produit est source d'impact. Maintenant, il faut faire en sorte de trouver le meilleur produit et le meilleur matériau, puisque là on parle des matériaux, qui répond à tous les enjeux du produit et faire les meilleurs compromis en fait avec tous ces critères. Et parmi ces critères, donc on en a plusieurs. On a notamment le critère technique et économique. Si techniquement le produit il est pas faisable ou il est trop coûteux, il peut pas se vendre, trop coûteux pour être industrialisé ou pour être acheté, le produit il pourra pas exister tout simplement. Donc l'intérêt il est nul. Ensuite, il faut prendre en compte bien sûr l'utilisateur qui va avoir des attentes en termes d'esthétique, d'ergonomie, de fonctionnalité. Si le client il peut pas l'utiliser parce que c'est pas adapté, etc., il n'achètera pas, ou en tout cas il ne l'utilisera pas, ce qui est pire encore en termes de produits éco-conçus, si le client n'utilise pas son produit. Et enfin, par-dessus tout ça, on va rajouter le critère environnemental. Donc c'est vraiment en fait l'arbitrage entre ces différents critères-là, et parfois tu te demandais comment on hiérarchise en fait ces différents critères. L'idéal c'est de ne pas les hiérarchiser. Enfin nous, quand on a une demande où on dit bah voilà j'ai ces critères-là, là et là, souvent, en fait, on doit composer avec et faire en sorte de trouver la solution ou le matériau, puisqu'on parle des matériaux qui correspondent en fait à toutes ces choses-là. J'avais l'exemple du gobi, mais je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou si on repassera. Non, après. Voilà. Donc, en fait, vraiment, c'est un arbitrage entre tous ces éléments-là. On applique des filtres, tout simplement, et à la fin, on a un matériau ou plusieurs matériaux qui vont apparaître, et avec notre filtre en plus casquette environnementale, on va pouvoir dire bon bah ce matériau-là, voilà, il est plus impactant qu'un autre. Donc compte tenu des autres critères et de l'usage que je vais en faire derrière, je vais plutôt partir sur celui-là que sur celui-là. C'est un peu ça la démarche qu'on a nous. Maud, Bruce, sur ce côté discours différent, besoins différents, comment est-ce que vous dealez avec ça? Alors nous, chez EcoTLC, on a une double casquette, une double mission. On a à la fois le rôle d'aider les entreprises, les metteurs en marché, les marques à mieux concevoir leurs produits. Donc ça, c'est notre quotidien et on les aide avec notamment tout ce qu'a expliqué Léa sur la pensée cycle de vie. Et on a une deuxième casquette, c'est d'aider le consommateur à y voir clair et à être sensibilisé à toute cette démarche circulaire. Et donc, le seul leitmotiv qu'on a, c'est transparence, transparence, transparence. Essayer de communiquer de façon claire sur, comme tu dis Léa, l'impact de tous les produits. Le seul produit qui n'a pas d'impact, c'est le produit qui n'existe pas, qu'on n'achète pas et qu'on ne produit pas.
Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, on essaie de le communiquer le plus simplement possible. Et nous, on a un filtre, c'est vrai, qui est très axé sur la fin de vie du produit, parce que c'est aujourd'hui une vraie problématique. Comment on gère tous ces produits qu'on a fabriqués et dont les consommateurs, au bout d'un moment, ne veulent plus? Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux ces déchets, les recycler, les intégrer comme nouvelles matières premières secondaires dans d'autres produits, comme l'a expliqué Bruce. Donc, c'est vraiment cette notion de transparence et d'informer au maximum tous les acteurs de cet écosystème. Alors, si vous notez tout un décalage entre l'image de Maud et le son de Maud, c'est que c'est la plus loin des trois. Elle est en Normandie et donc c'est le temps que le son arrive par rapport à l'image, car tout le monde sait que le son met vachement plus de temps que la lumière à arriver. C'est tout à fait normal. Et toi, Bruce? Moi, je suis complètement d'accord sur ce que vient de dire Maud. C'est-à-dire que nous aussi, la transparence, ça fait partie, je ne vais pas rentrer en détail dans ce qu'elle vient déjà de dire, mais pour nous, c'est un facteur clé vis-à-vis des différents interlocuteurs. Donc, et dans ce cas-là, ils peuvent piocher un peu où ils veulent. Mais pour nous, il y a un autre facteur qui est, si on veut faire changer et si on veut que tout le monde adhère un peu au projet, il faut jouer sur la désirabilité, sur la beauté, même si c'est subjectif, des produits. Je peux le voir un petit peu aussi là sur le chat, on parle un peu des bambous, etc. On entend souvent parler des meubles en palette, et il y a du do it yourself plein sur Pinterest et Instagram dans tous les sens, et c'est des choses qui sont très bien, mais souvent on a des résultats qui sont pas très désirables, et du coup on limite énormément le message. À partir du moment où c'est pas forcément la matière qui véhicule le message, mais c'est l'ensemble du design qui devient désirable et qui devient beau. À partir du moment où on dit aux gens qu'en plus c'est de la matière recyclée ou c'est une matière éco-conçue ou biosourcée, etc., le message est peut-être 10 fois plus fort à la fin. Et donc nous, c'est vraiment la position qu'on veut avoir sur le développement de notre collection, qui est de faire des beaux objets qui en plus sont, on va dire, bons, ou essayent d'être le moins impactant possible sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a dû travailler avec BU, qu'on fait des ACV de toute la collection, etc. Et je pense que c'est vraiment cette combinaison entre des beaux objets et de la transparence que les différents interlocuteurs vont après piocher leurs réponses. C'est difficile de répondre à tout le monde. Mais, et tu as raison, il y a entre le prescripteur, le distributeur, le client, etc., on voit des choses différentes. Et je pense que si on mélange ces deux éléments-là, on arrive à leur donner des réponses cohérentes, en tout cas de créer de la cohérence entre eux. Oui, mais vous êtes tous les trois d'accord pour parler transparence, information du consommateur, quelque chose qui lui donne les clés pour ensuite choisir à bon escient. Mais à partir de là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un glissement? C'est que moi, je rencontre quotidiennement un tas de termes qui sont des termes un petit peu valises, qui sont des termes qui embarquent une notion positive. Vous en avez vous-même parlé, quelque chose qui est biosourcé. Moi, je voudrais qu'on me démontre en quoi, par exemple, un plastique biosourcé est forcément mieux qu'un plastique qui vient du méchant pétrole. Et donc, le fait d'apporter l'information au consommateur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir, c'est un bioplastique. Ah bah donc c'est gentil. Il ne sait pas que derrière déjà ce terme de bioplastique, ça a deux réalités totalement différentes. Est-ce qu'il est biosourcé ou est-ce qu'il est biodégradable? Ensuite, il voit le truc, il est biodégradable. Ah, c'est vachement bien, je peux le jeter dans la nature et puis il va disparaître comme par magie. C'est compostable. Alors, on va croire que c'est donc il y a un vrai besoin de formation et d'éviter d'employer des termes qui embarquent une notion positive, alors qu'il faut là aussi faire attention à tous ces trucs-là. Comment est-ce qu'on peut faire avancer globalement tout ça en se limitant simplement à une question de transparence? Ah ben c'est transparent, j'ai marqué qu'il y avait... Mais est-ce que j'ai les clés derrière pour déterminer? Il faut aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'est la matière, quelle quantité de matière, d'où elle vient. Et puis après, effectivement, il faut passer du temps à expliquer aux gens. Nous, dans notre dossier de presse, systématiquement, on a rajouté un lexique pour que quand on envoie c'est un petit lexique, hein, il y a une dizaine de mots, et quand on l'envoie, justement, on a un peu ces définitions-là, et parce qu'on veut pas mélanger, et on se rend compte que finalement, dans tous les articles de presse qu'on a lus récemment, c'est pas toujours très clair. Il y a pas mal de mélanges, il y a pas mal d'amalgames.
Et c'est compliqué. Voilà, on mélange. Il y a des marques qui sont mélangées alors qu'elles ne devraient pas l'être. J'ai eu aussi récemment, je prends un exemple très rapide, après je vous laisse parler, Maud et Léa, un distributeur de meubles en ligne qui dit que c'est éco-conçu à partir du moment où c'est fait en Europe. Voilà, donc on se rend compte que les messages ils sont loin d'être gagnés et ça va passer. Oui, il faut pas mal éduquer. Ce serait bien d'éduquer la jeune génération à ce que c'est l'éco-conception dans toutes les écoles aujourd'hui. Qu'il y ait des modules, ils vont l'entendre. Les générations plus, notre génération est plus âgée, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Maud, Léa, très rapidement, avant qu'on passe aux 3 questions que je vous avez posées. Moi, j'ai une petite info à rajouter. Moi, je suis hyper confiante. Je pense que les consommateurs sont loin d'être bêtes et sont hyper curieux. Quand on voit le succès de Yuka, l'appli qui marche sur l'alimentaire et la cosméto, on voit qu'il y a des populations hyper avides de contenu, d'information et de transparence. J'utilise ce mot, même si je vois que dans le chat, il y a beaucoup de questions sur le sujet. Qu'est-ce que c'est la transparence? Eh ben, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à donner accès à l'information. Et l'affichage environnemental sera une première voie. Et puis, il y a plein d'autres projets en ce moment intéressants dans le textile sur l'encapsulage d'informations sur des puces RFID, sur des tags qui seront lisibles avec un smartphone et qui vous donneront accès à toute l'information sur le produit. Où est-ce qu'il a été fabriqué, quand, dans quelles usines, avec quels matériaux, pour qui, pourquoi. Et toute cette information, elle sera accessible de plus en plus facilement. Tu as raison. Et pour nous, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, justement, de pouvoir marquer tous les produits, que ce soit avec des QR codes ou des puces RFID, pour pouvoir tracer la conception et l'ensemble des matières des produits dans le futur, et de pouvoir le mettre sur des applications qui pourraient être utilisées par Ecomobilier ou par Valdelia dans la récupération des matières, et d'être capable de pouvoir taguer les produits, de savoir ce que c'est, comment on les sépare, comment on les démonte, comment on les répare, et que tout le monde puisse faire ça. Pour nous, c'est un vrai sujet important dans le cycle de vie du produit. Léa? Ouais. Alors sur l'aspect formation, Bruce, on y travaille dur. En tout cas, on joue notre part avec MU en formant les étudiants, donc les futurs designers, les futurs ingénieurs au maximum pour qu'ils intègrent ça dans leur métier. Qu'il n'y ait plus d'agence d'éco-conception à la fin, puisque l'objectif c'est bien ça, que ce soit intégré dans tous les métiers, évidemment. Et après, en termes de matériaux, c'est souvent des modes. Faut bien penser à ça. Il y a des vagues. Il y a eu la vague du biosourcé, puis après du zéro plastique, puis du zéro déchet. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Il faut juste s'assurer en fait qu'on est mieux après en fait. S'assurer que passer d'un plastique lambda à un plastique recyclé, c'est mieux. Passer d'un plastique pétrosourcé à un plastique biosourcé, c'est mieux. Et une fois qu'on a estimé que d'un point de vue environnemental, il y avait des gains effectivement d'une solution à l'autre, alors pourquoi pas. Mais il faut vraiment s'assurer de ça. En tout cas, c'est vraiment un point dimensionnant. Et sur l'accompagnement de l'utilisateur, c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement et qu'on a fait avec vous, Noma, c'est de dire attention. En tant que fabricant, moi, je fais en fait mon maximum. Je réduis l'impact de mon produit, mais derrière, en fait, il y a une marge de manœuvre qui incombe à l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est de l'accompagner, de pas le laisser seul, en lui disant, bah voilà, tu as aussi ton rôle à jouer. Moi, j'ai joué mon rôle, j'ai fait ma part parce que j'ai bien conscience que c'est pas toi qui vas faire tout seul, non, loin de là. Mais voilà, pour que vous soyez aussi acteur de la démarche globale d'éco-conception. Vous pouvez faire ça, et notamment donner les consignes de recyclage, de fin de vie, de réutilisation, avant le recyclage, bien sûr. C'est vraiment alimenter, en fait, le client pour s'assurer que quand on dit 100% recyclable, c'est effectivement recyclé derrière. Sinon, effectivement, ça n'a aucun sens. Alors, j'aurais pas dû inviter des gens qui sont encore plus bavards que moi. Je vous pose... Ouais, c'est ça, hein. Donc, très rapidement, je vous ai demandé quel était le message que vous vouliez faire passer, quelle était la photo que vous vouliez commenter, et le troisième, le projet qui vous semblait pertinent. Donc, très rapidement, je vous laisse commenter chacun votre tour. Maud, c'est toi qui commence. Ouais, moi c'est la poudre de cloporte. Je sais pas si vous connaissez ce matériau incroyable, puisque jusqu'à la fin du 18e, c'était censé être le remède miracle contre toutes les affections pulmonaires. Et je me suis dit qu'en temps de Covid, c'était pas mal de remettre au goût du jour un matériau d'hier. Et le message que je voulais faire passer, c'était de dire qu'aujourd'hui, on a une certaine connaissance de certains matériaux, sur leur fabrication, sur leur durée de vie, sur leur recyclabilité. Demain, tous ces paradigmes vont évoluer parce qu'on va changer notre façon déjà d'appréhender
aborder la technologie de recyclage et de fabrication de ces produits. Donc le message que je voulais passer, c'est soyons pragmatiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, appliquons-le aujourd'hui, en étant capable de remettre en question nos certitudes, parce que demain elles ne seront plus d'actualité. Et ce qui est important, c'est l'humilité, et puis se dire il faut être surtout très à l'écoute des changements. Le recyclage, c'est un champ très vaste de nouvelles découvertes, et on va enfin pouvoir recycler de plus en plus de matériaux. Donc soyons à l'écoute. Next. Oui, alors moi je voulais dire que pour éco-concevoir, le choix du matériau c'est rarement suffisant, donc c'est une partie de la démarche, je l'ai dit et je le redis parce que c'est hyper important. C'est un arbitrage qui est vraiment nécessaire en fonction des enjeux de votre produit, des enjeux techniques, des enjeux sanitaires, etc. Mais c'est aussi une étape qui est souvent nécessaire parce que il se trouve que nous, dans nos analyses, l'impact du matériau et de sa mise en œuvre ressort comme un impact notable la plupart du temps. Donc c'est quelque chose à traiter, mais parmi d'autres enjeux qui peuvent être le transport, la fin de vie, etc. Et enfin, c'est aussi la partie émergée de l'iceberg, d'où la petite photo de l'iceberg ici, parce que aux yeux du grand public, en fait, l'interaction qu'il y a entre le produit et le public, souvent c'est la matière, en fait. Donc il y a une attente qui est très forte au niveau de la matière, et donc il faut aussi traiter, mais il faut s'assurer que les enjeux réels, ils ont été aussi par ailleurs traités, quoi. Ouais. Oui, j'ai mis cette citation de Brune Poisson qui pour nous est assez importante. Et c'est juste revenir sur un point, c'est qu'il y a 100 ans, en fait, on jetait rien. C'est-à-dire que on réutilisait le maximum de nourriture. Les meubles, on se les passait de génération en génération. On réparait, on donnait. Et donc le déchet, c'est pas pourri, c'est justement une vraie force et un élément qui est fondamental et qu'on a perdu, qu'on a considéré comme un déchet moins que rien. Et il faut garder ça comme une source positive. Voilà. Le revaloriser. Voilà. La photo. Léa, on t'entend plus? Léa, on t'entend plus? Allô, vous m'entendez? Ouais, mieux. Oui, c'est un exemple qu'on aime bien donner. C'est l'exemple du banc. Et du coup, là, j'aime bien en général interagir avec mon public, mais là, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, c'est quoi le plus pertinent d'un point de vue environnemental? Passer d'un banc en béton, enfin avoir un banc en béton ou un banc en bambou? Donc, je peux poser la question à d'autres. Je lance un sondage. Continue à parler, je lance le sondage. Oui, mais je vais donner la réponse maintenant. Ah mince. Mais en gros, la réponse, ça dépend, bien sûr. Ça dépend de l'usage. Et ça, vous l'aurez bien compris avec tout ce qu'on a dit. Je pense que c'est un peu vraiment central. La question à vraiment se poser, c'est que pensez-vous qui soit le plus pertinent d'un point de vue environnemental pour un usage d'un banc, place de la République à Paris, par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un banc en béton ou un banc en bambou? Ici, bien sûr, le banc en bambou, ça peut paraître être le matériau le plus écologique dans les inconscients collectifs. Mais posez-vous la question, est-ce qu'un banc en bambou place de la République, c'est très pertinent? Effectivement, il y a beaucoup de monde, ça va être très fréquenté, et puis voilà, il y a des usages qui sont un peu particuliers, les skateurs à la place de la République qui sont bien connus. Donc peut-être qu'on va avoir en fait besoin de remplacer 10, 100, 1000 fois le banc en bambou, là où un banc en béton, un unique banc en béton aurait suffi. Donc c'est vraiment penser en fait à la fonction dans lequel est intégré le matériau. Raison pour laquelle je suis à chaque fois embêté quand on me demande des matériaux écolos, c'est qu'on ne me parle même pas du projet, du cadre dans lequel ça pourrait se faire, mais en partant du principe qu'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres. Tout à fait. Mister Bruce. Ah, il a appuyé sur un bouton là. Je vais parler, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Mais moi, je n'entends plus personne et je ne vois plus personne. Si. Ça marche, Bruce, ça marche. Donc, je ne sais pas ce que vous montrez en fait. Ah. Attends. On montrait ta photo du plastique recyclé. Je ne vois plus les slides, moi non plus. Ouais. Je relance. Voilà. Ah, voilà. C'est bon? Mais si c'est sur la matière, donc si vous m'entendez, c'est sur la matière plastique donc c'est ce type de produit que nous on utilise pas mal, donc qui vient effectivement des déchets de bouteilles plastiques et qui est composé que de matière. Il n'y a pas de résine, il n'y a pas de liant.
c'est que des matières, des déchets qui sont pressés, chauffés et qui sortent en plaques. Voilà. Et qu'on peut utiliser sous différentes épaisseurs, qu'on peut thermoformer, qui sont étanches, qui sont résistants à la rayure et qu'on peut réutiliser pas mal de fois. Il y a un cycle entre 5 et 10 cycles de réutilisation, sachant que nous, on espère que nos meubles vont avoir une durée de vie au-delà de 15 ans. On espère que cette matière sera utilisée encore beaucoup de fois pendant le temps. Voilà. Et désolé, Okay. je vous entends plus. Si, on t'a entendu, nous. C'est parfait. Alors moi je voulais vous présenter le boro. Je ne sais pas si vous connaissez le boro. C'est un textile japonais incroyable. C'est un textile qui est raccommodé, rapiécé, recousu année après année, décennie après décennie. Et je trouvais que c'était une bonne illustration en fait de ce qu'est un écomatériau pour nous chez EcoTLC. C'est un produit en fait qui va être d'un matériau plutôt simple, qui va pouvoir être si possible fait en local, si possible avec des matières basiques, et puis surtout qui va pouvoir se réparer, se réutiliser, se rapiécer, se revendre, se reprêter, se rééchanger, et qui va s'inscrire dans la durée. Le projet? Sur ce slide, je voulais mettre en avant deux choses. Donc Happy Up, j'en ai déjà parlé, qui est donc une entreprise qui fait de la récupération de déchets, de panneaux de bois par exemple, et qui peut les revendre à la découpe. Ils récupèrent aussi pas mal de matières, des cuirs, des textiles pour en faire des éléments de rembourrage. Donc c'est un partenaire avec qui on discute et on trouve vraiment intéressant en termes de démarche. Et on voulait aussi vous parler un peu de Maison Intègre. Donc c'est Ambre qui a créé cette maison d'édition en 2017 et qui a une démarche qui travaille au Burkina Faso. Et donc, il travaille avec la population locale pour réutiliser les déchets de bronze qui peuvent être sous forme de tuyauterie, de robinet, etc. Et qui va fabriquer des œuvres en série limitée, comme cette table, en intégrant vraiment l'ensemble de cycles de vie, le travail local, la récupération de matière. Voilà, c'est une belle histoire, c'est une belle collection. Voilà, on aime bien Maison Intègre. Ok. Oui, alors moi, du coup, vous presser comme ça. Hein. Comment? Désolé de vous presser comme ça. On essaye d'être trop plus clair. Du coup, je voulais vous parler du Gobi. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, Gobi, c'était trouver une alternative aux solutions jetables au bureau. Donc, les bouteilles et les gobelets. Et donc, c'est là où il a fallu croiser différents critères. On en parlait tout à l'heure, critères techniques, économiques, humains, environnementaux. Et le premier enjeu, c'est un enjeu technique qu'il y avait pour Gobi, c'était qu'il devait être transparent parce qu'il y a une étude qui a été faite en fait avec une sociologue qui montrait qu'il y avait différents freins en fait à l'usage de la gourde réutilisable. Et notamment, il fallait que ce soit transparent pour que ce soit vraiment utilisé. Il faut que ce soit léger, personnalisable, parce que pour qu'il y ait une adoption dans les entreprises où il y a énormément de monde, il faut que ce soit personnalisé, facile à remplir, à laver, à mettre au lave-vaisselle, etc. Donc on avait tous ces enjeux techniques qui nous ont permis d'identifier 3 matériaux. Et puis, à ces matériaux, en fait, on a appliqué un nouveau filtre qui est l'enjeu sanitaire. Parce que bien sûr, avec donc les 3 matériaux qu'on a identifiés, les 3 plastiques, et l'enjeu sanitaire, donc on a en fait défini une blacklist par principe de précaution. Donc en plus du BPA, toute une liste de composés d'additifs avec un docteur en pharmacie qui a fait une thèse sur les perturbateurs endocriniens et qui nous a permis en fait à partir de ces 3 matériaux d'en définir un qui serait le plus apte et sur lesquels il y aurait pas de risque de sanitaire. Il y a des tests de migration aussi qui ont été effectués avec un laboratoire indépendant bien sûr pour s'assurer que ce que nous avaient dit les industriels était correct, etc. Et en plus de ça, on a croisé avec bien sûr les enjeux environnementaux et une évaluation en fait de l'usage actuel, donc à savoir les gobelets et les bouteilles au bureau. Par rapport au Gobi, le Gobi a un impact moindre par rapport à l'usage qui est fait actuellement au bureau. Donc, en fait, là, c'était une démarche globale d'éco-conception, mais où il s'est avéré que la matière était un enjeu du fait technique en fait et sanitaire. Et donc, on a traité ces enjeux-là et il s'est avéré que le Gobi était quand même une solution favorable d'un point de vue environnemental par rapport à l'usage classique.
Et pour finir, j'ai la chance de présenter le Plaxtil. Le Plaxtil, c'est un plastique, ouais, mais c'est un plastique textile, puisque c'est un produit qui a été développé par une petite entreprise de tri dans la région de Châtellerault et qui a développé un aspect dont on n'a pas parlé pendant cette heure-ci, c'est l'écologie industrielle et territoriale. C'est comment je peux, en local, faire interagir différentes structures dans un projet d'éco-conception et d'économie circulaire. Donc ce plastique fantastique, en fait, il est fait à partir de 40% de textiles usagés en fin de vie. Donc vos vieux t-shirts, vos vieux slips, vos vieux jeans, ils sont dans ce projet, dans ce plastique qui a de multiples usages. Donc c'est un bon exemple pour nous puisqu'il est à la fois éco-conçu, il intègre des matériaux recyclés et puis il est évidemment développé en région, en local. Bon, et ça, c'est ma page de pub perso. Si vous voulez venir voir du Plaxtil, on en a ici, bien sûr. Maude, toi qui étais responsable des questions, on va peut-être déborder un petit peu l'heure et ceux qui veulent partir, on leur en veut pas. Alors, il y en a eu 594, donc je vais les lire une par une. Voilà, je vais les lire une par une, si ça vous va. Non, en fait, ce qui était passionnant de lire dans le chat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les différents auditeurs, beaucoup trop de questions pour qu'on puisse les traiter, mais surtout une demande pour refaire cet exercice sur une durée plus longue et si possible mettre les liens sur tout ce qu'on a cité, toutes les entreprises qu'on a citées, toutes les méthodologies de calcul d'ACV qu'on a citées pour qu'on puisse faire partager avec nos différents auditeurs toutes les informations qu'on a. Donc c'est impossible de te faire un résumé des questions parce qu'elles ont été en flux continu pendant 1 heure. D'accord. Donc de toute façon, on va refaire parce que le confinement va durer. Ensuite, concernant les informations, pour l'instant, on vous laisse à disposition les 4 brochures des 4 structures qui sont intervenues aujourd'hui, à savoir EcoTLC, Noma Édition, Coopérative Mu et Matériaux. Et n'hésitez pas à nous contacter directement s'il y a des aspects très très spécifiques. Désolé de ne pas répondre aux questions, mais d'après Maud, c'était pas jouable. Et à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Et je dois ne pas oublier de vous mettre les dossiers en question. Je l'avais dit. Hop, je cherche. Voilà. Ils sont dans le petit onglet qui s'appelle File, dans la barre à droite. Voilà. Il faut que vous alliez sur File. Et donc vous avez nos 4 brochures. Sur ce, très bon après-midi tout le monde. Sachez qu'au nord de la France, il fait beau. Au sud, je crois qu'il fait un peu plus crade. Mais essayez d'en profiter au moins à la fenêtre. Moi, j'ai ma terrasse au 7e, mais essayez d'en profiter à la fenêtre. Au revoir tout le monde. Salut, merci. Au revoir à tous.